Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette première émission d'Atmosphère, une émission que nous retrouverons au fil du temps pour respirer l'atmosphère de notre époque et surtout dresser les perspectives de celle de demain. Première émission consacrée aux 30 ans des lois de décentralisation et je vous laisse découvrir en images le nouveau numéro de la revue Pouvoirs locaux qui se consacre à ce thème. Générique. Nous venons de le voir en images, les 30 ans de la décentralisation, c'est aussi un bilan sous forme de tableau, avec des plus, avec des moins. Certains auraient tendance à remplir la colonne des moins plus facilement que les plus, mais on va en débattre avec nos deux invités que je vous présente. Daniel Béard, vous êtes d'ailleurs un des auteurs, un co-auteur avec Philippe Esten dans le prochain numéro de cette revue. Vous signez un article dont le thème est centré sur sortir du local et s'émanciper de l'État. Vous êtes professeur à l'Institut d'urbanisme de Paris, à l'Université Paris-Est, et c'est aussi sous votre casquette de géographe que vous abordez ces sujets, que vous avez d'ailleurs déjà abordés dans la revue, notamment un article lié au thème des tabous de la décentralisation. Je me tourne maintenant vers Vincent Simoulin. Vincent Simoulin, vous êtes professeur à l'Université Toulouse 2, Le Mirail, et vous êtes directeur du CERTOP. Vous vous interrogez toujours dans ce même numéro sur la décentralisation, son lien avec la gouvernance et l'excellence territoriale, en vous demandant est-ce que ce sont des poupées gigognes qui se développent là, ou est-ce que c'est pas aussi un choc de particules? Ma première question, Daniel Béard, porte sur votre vision de ces 30 ans de la décentralisation, ce que vous en retenez. Alors, je vous ai lu, je sais que vous dites effectivement que ce système, en définitive, il fonctionne en circuit fermé, et que se sont multipliés depuis 30 ans des petites patries, d'ailleurs, qui copient même ce qui se passe au niveau national. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce décryptage de 30 ans de loi de décentralisation? Oui, la thèse que nous défendons, c'est qu'en fait, l'idée on a beaucoup insisté sur l'idée que la décentralisation était une rupture. Elle est certainement une rupture sur les lieux de pouvoir, sur qui décide, mais on a voulu insister beaucoup sur l'idée que finalement il y avait une très grande continuité avec le modèle historique français d'organisation du rapport entre pouvoir et territoire. Le modèle historique français, enfin depuis la Révolution française, en fait, il fonctionne sur un État unitaire. Mais pour que cet État unitaire soit légitime et accepté, je dirais, il a comme contrepartie des petites patries et l'espèce de survalorisation de la commune sur le modèle de l'État, la commune comme une espèce de monopole local de la souveraineté politique, et on pourrait même dire en forçant le trait, je sais que les juristes ne me suivront pas, mais que d'une certaine manière, la commune s'affranchit même du principe de séparation des pouvoirs de Montesquieu, et que la commune est un État, un modèle réduit, et plus qu'un État, avec une forme de concentration des pouvoirs. Et ce modèle-là, qui finalement était assez équilibré, la décentralisation l'a rendu extrêmement tendu en démultipliant le modèle des petites patries à tous les niveaux. Et donc on a finalement un ensemble de poupées gigognes de petites patries, c'est-à-dire les départements, les régions, qui sont basés sur le même fonctionnement, c'est-à-dire l'idée que leur territoire est un bassin de vie, est un territoire englobant, et qu'à chaque niveau, leur responsabilité est une responsabilité globale, politique, de souveraineté générale sur leur territoire, et que du coup, leur mandat, c'est le développement local comme le développement national. Et c'est là qu'on trouve l'idée de circuit fermé, c'est-à-dire qu'à chaque niveau, on fait comme si on pouvait à la fois attirer des richesses, les redistribuer, et faire fonctionner une espèce de territoire en circuit fermé à tous les niveaux. Et le résultat, c'est que, puisque finalement les pouvoirs locaux sont la reproduction au niveau local du mode de fonctionnement de l'État,
c'est que finalement, la logique de la décentralisation, et je pense que le terme de décentralisation est tout à fait approprié, la logique de la décentralisation, c'est la sous-traitance des politiques de l'État au local, puisque finalement, on fait la même chose en plus petit. Les collectivités sont des prestataires. Sont des prestataires. Et ce qui est très frappant d'ailleurs, c'est qu'au bout de 30 ans de décentralisation, vous parlez de bilan, et le bilan, il se pose en termes, je dirais, justement d'efficacité de la prestation. C'est-à-dire que le débat, c'est est-ce que j'ai fait mieux, ou pour les autres, est-ce que vous avez fait plus cher, à plus fort coût. Donc on est sur un débat, non pas sur est-ce que l'action publique territoriale change la donne dans la façon d'agir, dans la façon de rendre le service public, on est dans un débat, est-ce que la sous-traitance est efficace ou pas, à moindre coût ou à plus grand coût. On voit bien qu'on est dans le mimétisme de l'État, la déclinaison locale du fonctionnement de l'action publique d'État. Alors Vincent Simoulin, est-ce que c'est plus efficace, pas plus efficace? Est-ce que les fameuses poupées gigognes, ça y est, hein, le mot il est passé du côté de la géographie, des géographes, oui. Est-ce que c'est plus ou moins efficace? Est-ce que la gouvernance qui a été, à vous lire, cette deuxième étape de la décentralisation, une deuxième manifestation, eh bien elle nous aide? Elle aide à conclure un bilan plus positif. Oui, je pense que, bon, moi j'interviens en tant que sociologue de l'action publique, et donc j'interviens par rapport à une tradition qui n'est pas tout à fait la même, qui est celle des études qui ont été faites dans les années 60-70 du pouvoir local en France. Et de ce point de vue-là, on a peut-être un regard un peu plus positif de la décentralisation, parce que ce que nous décrivent ces études des années 60 et 70, c'est quand même un système sclérosé, qui ne se renouvelle pas, dans lequel il n'y a aucun pouvoir des élus locaux, dans lequel ils n'ont pas de capacité d'initiative, dans lequel ils sont tous en concurrence pour avoir accès au préfet et de fait n'ont aucune capacité prospective, projective, etc. Donc moi je pense qu'il faut quand même replacer la gouvernance par rapport à un système ancien qui est celui-là. C'est-à-dire que par rapport à ce système ancien qui est celui-là, qui est un système infantilisant, quand même dominé par l'État, le paysage est quand même très très différent. La thèse donc si vous voulez, du point de vue des plus et des moins, je pense que c'est comme toujours dans les réformes, nos critères de satisfaction ont augmenté. C'est-à-dire on a des acquis qui sont devenus tellement évidents qu'on ne les voit plus. Et il me semble qu'aujourd'hui, 30 ans après la décentralisation, c'est une des réformes dont moi j'aurais tendance à dire qu'elle a marché. C'est-à-dire qu'elle a tellement marché que d'une certaine façon on peut avoir des insatisfactions que développe Daniel Béard, parce que au fond, l'objectif premier c'était de libérer les territoires, de les libérer, bon, il faut le dire, de la tutelle du préfet, hein, pour l'essentiel, de la tutelle des services déconcentrés de l'État. Et de ce point de vue-là, quand même, à des degrés divers, ça a plus ou moins marché, certains territoires s'en sont mieux sortis que d'autres, etc. Mais il me semble que, quoi qu'on puisse dire, de ce point de vue-là, la décentralisation est quand même quelque chose qui a réussi. Et donc on est arrivé à ce deuxième étage de la gouvernance. Est-ce qu'il a marché? Moi, il me semble, à étudier un petit peu les territoires, les acteurs locaux, que c'est plutôt quelque chose qui, là aussi, avec des nuances, c'est-à-dire certains territoires s'en sortent bien, développent bien une gouvernance qui est apaisée, qui est relativement sans heurts, etc. D'autres ont plus de difficultés. Bon, il y a toujours des difficultés entre les différentes institutions politiques, il y a assez régulièrement des difficultés entre les conseils régionaux, les conseils généraux, les municipalités, etc. Mais on a quand même le sentiment qu'il y a une forme de capacité de gouvernance qui est acquise, qui est entrée dans les actes. Et j'aurais tendance à dire que, d'une certaine façon, on est après la décentralisation de ce point de vue-là et qu'elle a marché. Très bien, merci Vincent Simoulin. Alors, il est question d'atmosphère. L'atmosphère aujourd'hui, Daniel Béard, vous dites qu'il y a une sorte de péché originel de l'âge 1 de la décentralisation qui a enfermé les territoires dans le local. Et vous posez une question qui, moi, m'a surprise et puis m'a charmée, je dois le dire. Vous vous dites, et si le local, en définitive, était plus globalisé que le national? On approche, c'est une approche un peu particulière, puisqu'on pose la question généralement dans l'autre sens. Et là, dites-nous comment cette idée vous est venue à l'esprit de retourner la question.
Ça, Quelle lecture? Oui, c'est un point de vue du géographe. Je veux dire, c'est une question d'échelle. On a tendance à assimiler la globalisation, c'est-à-dire le fait qu'on est dans des échanges permanents, hein, on est dans des systèmes ouverts et pas dans des systèmes fermés, pour le dire comme ça, mais on a tendance à assimiler la globalisation à la mondialisation, c'est-à-dire à l'échelle la plus large. En réalité, il nous semble que c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus on est à l'échelle de la proximité, moins on a capacité à enfermer, je dirais, la vie, hein, la vie des gens, la vie des entreprises, dans justement ce qu'on a appelé historiquement un bassin de vie. Notre thèse, c'est qu'il n'y a plus de bassin de vie. Il n'y a plus de bassin de vie, et donc du coup, notre rapport au territoire est un rapport globalisé, et notamment quand on est dans le quotidien du local. C'est que chacun d'entre nous, on fonctionne sur, je dirais, des archipels territoriaux, on a tous une multi-appartenance territoriale, et que le résultat, c'est que quand vous prenez un territoire local, mais je dirais à quelque échelle qu'il soit, je dirais, la commune, même l'agglomération, même le département, même la région, en réalité, vous avez un territoire qui est en fait la fameuse image du millefeuille. C'est pas le millefeuille des institutions, c'est le millefeuille des pratiques des territoires. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui habitent, ceux qui travaillent, ceux qui viennent pour les loisirs, ceux qui consomment, etc. Et ce ne sont pas les mêmes. Donc chaque morceau de territoire est un millefeuille qui renvoie à des systèmes plus larges. Donc finalement, il faut arrêter, je dirais, d'assimiler mondialisation et globalisation. La globalisation, c'est aussi une question du local. Et donc du coup, pour en revenir à la décentralisation et aux pouvoirs locaux, la question complexe aujourd'hui, c'est sortir de l'idée que la question des pouvoirs locaux, c'est gérer un bassin de vie. Et c'est donc du coup comment distinguer le local du territoire. Et la question territoriale, c'est plus la question du local. Question territoriale, c'est plus... Je sens que vous avez envie de réagir. Peut-être un mot sur la phase précédente, c'est-à-dire l'idée de sous-traitance. Alors c'est une idée très intéressante, passionnante, et en même temps c'est une idée que vous décrivez comme problématique, c'est-à-dire que ça serait un problème que les collectivités territoriales soient sous-traitantes de l'État. D'une certaine façon, ça n'est un problème que si l'État ne fait pas bien son travail. C'est-à-dire si l'État est un donneur d'ordre pertinent, rigoureux, inspiré, il n'y a pas de vrai problème à ce qu'il y ait une sous-traitance. Donc d'une certaine façon, ce que vous décrivez sous l'angle de la sous-traitance, c'est une faillite de l'État. Et c'est un peu le débat, c'est une faillite relative, on va dire, mais c'est quand même le problème qui est sous-jacent, c'est celui qu'on décrit souvent sous le gouvernement à distance, le gouvernement par les instruments, etc. C'est-à-dire, est-ce que l'État est toujours, pour autant qu'il existe, si vous voulez, est-ce que l'État toujours est capable de développer une politique territoriale, d'aménagement territorial? S'il n'en est pas capable, de fait, il n'y a pas de sous-traitance. Mais là, j'avais justement une question à vous poser, parce que vous parlez d'excellence territoriale. Mais cette excellence territoriale, elle est voulue par les territoires, ou est-ce que c'est pas, certains disent, une façon pour l'État d'instrumentaliser les collectivités territoriales, en leur disant, ben voilà, c'est presque en concours, alignez-vous, présentez-nous les meilleurs projets. État, collectivités territoriales ont cette excellence qui fait quoi, qui commande? Alors c'est un vrai problème. Alors déjà, d'une certaine façon, ça dépasse le cadre des collectivités territoriales et de l'État, puisque c'est un mouvement européen et mondial, hein, puisque c'est d'une certaine façon quelque chose qui relève de la nouvelle gestion publique, de ce qu'on appelle le benchmarking, etc. C'est-à-dire que de plus en plus, on a des instruments, effectivement, pour comparer d'une façon extrêmement contestable la plupart du temps. Hein. C'est-à-dire qu'il y a énormément de débats sur les modes de comparaison, sur ce que ça révèle, etc. Mais on a des instruments qui permettent de comparer, encore une fois de façon superficielle, débattable, combattable, etc. On a des instruments qui permettent de comparer un certain nombre de performances publiques, hein, et c'est un mouvement qui, d'une certaine façon, dépasse les territoires, dépasse l'État et même dépasse l'Europe. Donc c'est un mouvement qui est très important. Ça ne vient pas donc des territoires. Alors ce que j'appelle moi l'excellence territoriale, c'est d'une part le fait que on a développé de plus en plus depuis 20 à 30 ans des dispositifs d'appel d'offres qui mettent d'une certaine façon les territoires en concurrence, et que depuis à peu près 10 ans, ces dispositifs en appellent explicitement à l'excellence territoriale. Et de fait, la question c'est, est-ce une remise en cause de l'esprit de la décentralisation, ce qui serait l'idée des chocs de particules, ou est-ce que c'est une suite d'une certaine façon logique, naturelle, inévitable de cette décentralisation, puisqu'on a libéré les territoires. Donc une des conséquences de la libération des territoires qui a eu lieu en 82-83, ça peut être le fait que, de fait, ils prennent des formes de développement différentes, qu'ils adoptent des logiques qui les mettent d'une certaine façon en concurrence, et qu'ils acceptent cette compétition qui est
d'origine mondiale. Simulin, j'avais une question à vous poser. Cette excellence territoriale, est-ce qu'elle ne contredit pas la décentralisation? Alors ça, c'est la grande question, c'est-à-dire est-ce qu'elle est une poupée gigogne, est-ce qu'elle est la suite logique de cette décentralisation, ou est-ce qu'elle la contredit? Nous, nos premiers résultats, ils ont porté sur une étude sur les pôles d'excellence rurale, et les premiers résultats sont plutôt positifs, c'est-à-dire on constate que l'excellence territoriale, elle est relative, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de territoires, d'une part, qui sont labellisés, c'est pas quelque chose de très restrictif. On constate par ailleurs qu'il y a plusieurs vagues à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs chances qui sont laissées au territoire de se présenter, d'être labellisés. Et on constate une troisième chose peut-être, c'est que les territoires le vivent davantage ou le présentent davantage comme une émulation, comme une sélection. Donc ce qui aurait pu paraître une forme de concurrence et de sélection entre les territoires, on a le sentiment, bon, quelques années après, peut-être dans 15 ans ça sera différent, on a le sentiment que c'est plutôt vécu comme une émulation, une relativisation de l'excellence. Et le dernier élément qui peut-être est important, c'est que les territoires qu'on peut considérer comme les plus excellents, ils apparaissent aussi comme les plus fragiles, justement parce qu'ils prennent des projets risqués, innovants, et donc l'excellence, c'est pas non plus quelque chose qui... c'est aussi un problème en soi. Alors, depuis le début de l'émission, on parle de choc de particules. Moi, je pense à particules élémentaires, je pense à la carte et le territoire. On est presque avec Michel Houellebecq. Alors, on va revenir à la carte et le territoire. Daniel Béard, les grandes lignes pour une réforme qui favoriserait un fonctionnement que vous appelez de vos voeux et qui serait interterritorial du système local. Vous parlez d'interterritorialité, en fait presque de l'avènement de pratiques horizontales qui permettraient d'aller vers cet H2 de la décentralisation. Comment vous articulez les points clés sur lesquels il faut, dans une perspective assez proche, agir? Juste en préalable de ça, il me semble qu'il y a aujourd'hui deux hypothèses. C'est soit on considère que face à la globalisation du local, les petites patries sont trop petites et qu'il faudrait en gros changer le format de ces petites patries et faire des moyennes patries. Et c'est tout le débat infini sur le mécano institutionnel, mais qui me semble à la fois complètement vain et illusoire parce qu'on n'arrivera jamais à enfermer dans un territoire, dans un périmètre, ces pratiques de globalisation, et puis deux, parce que cet équilibre dont je parlais tout à l'heure entre l'État unitaire et les petites patries, il marche justement parce que les patries sont petites, et que si on fait des moyennes patries, on va avoir, c'est la question du fédéralisme, quoi, et donc de la sortie du modèle national français auquel je ne crois pas. Et donc du coup, notre hypothèse à nous, et ce qu'on constate sur le terrain en réalité aujourd'hui, c'est qu'en fait il faut faire avec ces petites patries, c'est-à-dire avec la commune, pour le dire comme ça, mais que du coup la question c'est moins chercher l'optimum dimensionnel que fabriquer de la gouvernance territoriale, c'est fabriquer des dispositifs de coopération interterritoriale. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi j'en veux pour preuve, je dirais, ce qui se passe depuis 1 an et demi, avec la réforme de 2010, où on nous a proposé d'un côté justement une moyenne patrie qui est le statut de métropole, et puis je dirais presque par hasard, un dispositif de coopération territoriale qui est le pôle métropolitain. On a bien vu. Résultat, il y a une métropole qui est sortie, dont on ne sait dans quel contexte, à Nice, et par ailleurs, une vingtaine, voire une trentaine aujourd'hui de projets de pôle métropolitain qui renvoient à cette idée d'interterritorialité, de coopération horizontale. Et donc du coup, notre hypothèse, c'est qu'il ne s'agit pas de plaider pour telle ou telle nouvelle réforme, mais plutôt comment outiller ces nouvelles pratiques de coopération territoriale. Et là, il y a un chantier fantastique qui est celui d'organiser les modes de régulation, la contractualisation. On voit bien qu'aujourd'hui, elle marque un pas, qu'il y a à inventer une nouvelle façon de fabriquer des pactes territoriaux entre les territoires, de fabriquer des règles du jeu de cette coopération territoriale. Et il nous semble que c'est davantage ça, le chantier, je dirais, de l'après-2012, que ce que je crains aujourd'hui, c'est qu'on reprenne, on voit aujourd'hui depuis 1 ou 2 mois, se ressortir toute une série de prises de position sur tel nouvel agencement, à nouveau les communes contre les départements, etc. Je ne crois pas que ce soit le bon chantier. Merci beaucoup Daniel Béard, autant de sujets que nous retrouverons dans les émissions à venir. Encore merci à Vincent Simoulin, à Daniel Béard. Juste signaler aussi l'ouvrage que vous avez co-dirigé avec Romain Pasquier, que nous connaissons bien, et Julien Wechbein, sur la gouvernance territoriale, pratique, discours et théorie, pour prolonger. Quant à vous, Daniel Béard, eh bien, il faut suivre les travaux de la coopérative Acadie avec Philippe Estève et Martin Vanier, ou tout simplement lire le prochain numéro de la revue Pouvoirs locaux. Voilà, la première émission d'Atmosphère est finie. Merci beaucoup et puis à très bientôt pour d'autres débats sur des sujets que l'on a à peine esquissés aujourd'hui. À bientôt.